Règle de survie pour une croisière nocturne. Lorsqu'on m'a annoncé que la santé de ma mère se détériorait, j'ai dû prendre une décision rapide pour rentrer chez moi. L'argent que j'avais mis de côté pouvait à peine acheter un billet pour une croisière. Bien que le navire ne soit pas très luxueux, il suffisait pour un voyage d'urgence vers ma maison. Le bateau était assez compact, son apparence ne se distinguant pas beaucoup par rapport aux autres croisières, mais il offrait toutes les commodités nécessaires pour les passagers. En hiver, quand j'ai reçu l'appel d'urgence, le temps était très rude. La ville où je vivais était couverte d'une épaisse couche de neige, les températures étaient négatives. Les nuages gris obscurcissaient le ciel et le vent soufflait fortement, créant une sensation de chaos en plein hiver glacial. Les rues étaient glissantes et chaque pas devait être fait avec une extrême prudence. Je vivais dans un petit appartement en périphérie de la ville que j'avais loué depuis de nombreuses années. En fait, cela faisait un certain temps que je ne vivais plus avec ma mère depuis que j'avais 18 ans. J'avais besoin de plus de liberté et d'autonomie. L'appartement, bien que modeste, était confortable, avec une salle de bain et une petite cuisine, un lieu pratique pour se retirer. Mais la nostalgie de ma mère était toujours dans mon cœur, et sa maladie était désormais la raison pour laquelle je rentrais chez moi. Après avoir préparé les affaires nécessaires, je suis monté dans un taxi pour traverser les rues glissantes sous les conditions hivernales extrêmes. À l'arrivée au port, le grand navire de croisière, bien que peu remarquable, semblait assez solide pour assurer un voyage en sécurité. Son apparence démodée et ses détails quelque peu négligés contrastaient avec l'élégance que l'on pourrait attendre de plus grands navires. Bien que non impressionnant, il offrait un confort de base. Le temps de la croisière était crucial dans ce cas, compte tenu de la santé de ma mère. La croisière devait durer environ 3 heures. Le temps en mer était encore plus froid que sur terre, le vent hurlant à l'oreille et les vagues se succédant. Bien que ce ne fût pas dangereux, cela créait un sentiment d'inquiétude. Pour aggraver ma peur, les passagers se rassemblaient à l'entrée du navire pour embarquer. Je me sentais à la fois excitée et inquiète, mais ce qui allait se passer était bien pire que la peur enfouie en moi. 2 membres d'équipage se tenaient sur le pont près de l'entrée, essayant de forcer des sourires larges jusqu'aux oreilles, à la fois non naturels et inconfortables. Leur sourire était trop large et rigide pour être authentique, presque étrange par leur exagération. Leurs visages, éclairés par les lumières du pont, avaient des yeux froids et incompréhensibles, nous regardant avec une inquiétante curiosité mystérieuse. Chaque mouvement de leurs mains et chaque geste semblait trop fluide, comme s'ils étaient des mécanismes dans une machine parfaitement réglée. En montant à bord, mon anxiété n'a pas diminué. L'atmosphère environnante était toujours empreinte de l'élégance sombre de l'hiver. Le navire, bien qu'il ne soit pas un grand croiseur comme ceux utilisés pour les longs voyages, dégageait un charme propre. À l'intérieur du navire, l'éclairage artificiel chaleureux contrastait avec le ciel gris et froid extérieur. En approchant de l'entrée principale, un espace spacieux avec des zones décorées avec élégance se déployait devant moi, conçu pour offrir du confort aux passagers. Le sol, en marbre brillant, et les détails dorés le long des murs ajoutaient une touche de luxe à cet endroit, bien que légèrement démodé. Les larges couloirs avec des papiers peints bleu vif et de grandes fenêtres permettaient de contempler l'immensité de l'océan, les nuages gris lourds. Les membres d'équipage du navire, qui nous avaient accueillis précédemment avec leurs sourires étranges, se promenaient maintenant dans les couloirs. Leurs visages continuaient de rayonner une joie inconfortable, et chaque fois que je passais à côté d'un membre d'équipage, leur sourire semblait plus prononcé. Chaque pas et chaque interaction avec eux était comme marcher sur un fil, où le moindre petit changement pouvait entraîner des conséquences imprévisibles. En traversant le pont du navire, j'ai remarqué que les règles de survie pour une croisière nocturne. Les détails du mobilier sont très soignés. Dans le hall principal, il y a des canapés et des fauteuils élégants entourant une table ronde. Les murs sont ornés de peintures représentant des océans infinis, qui semblent moins attrayantes sous la lumière d'hiver. En visitant le bar et le restaurant, mes yeux ont remarqué des traces de rouille sur les meubles luxueux. La palette de couleurs générale est sombre mais chaleureuse, avec des tons de brun et d'or, conférant au mobilier un aspect classique, bien que quelque peu désuet. Même ici,
Les visages des serveurs et des barmen arborent des sourires non naturels, semblant faire partie d'une performance déroutante. Il y a quelque chose de très perturbant. Enfin, j'arrive à ma cabine, située dans l'une des sections les plus basses. La porte de la cabine s'ouvre avec un léger déclic et je pénètre à l'intérieur, me sentant un peu moins tendu. La cabine est petite mais accueillante, décorée dans un style simple mais élégant. Les murs ont une teinte grisâtre chaleureuse et le mobilier comprend un lit avec une couverture, une petite table et une armoire. Les angles sont soigneusement travaillés et nets. À travers la fenêtre de la cabine, je peux voir l'océan vaste, désormais grisâtre et menaçant, avec les vagues frappant la coque du navire. Mon esprit est toujours envahi par l'inquiétude et la tension, se concentrant en une anxiété aiguë et profonde. Je prends mon manteau que j'ai apporté de ma valise et je le suspends à l'armoire, en prévision du temps de plus en plus froid pendant le voyage. Je place également un livre et un carnet sur la petite table près de la fenêtre, prévoyant de les utiliser pour passer le temps pendant les 3 heures de croisière. Après m'être allongé sur le lit pendant quelques minutes, essayant de me concentrer et de m'adapter à l'atmosphère étrange du navire, j'entends soudain un coup à la porte. Un autre membre de l'équipage se tient à l'extérieur. Lorsque j'appuie sur le bouton pour ouvrir, contrairement aux autres, il n'y a aucun sourire figé sur son visage. L'homme, vêtu d'un uniforme élégant, parfaitement adapté à l'apparence classique du navire, porte une veste bleue avec des boutons dorés et une chemise blanche. Il tient dans ses mains une feuille de papier soigneusement pliée et attachée avec un ruban coloré. « Bonjour », dit-il, avec une voix chaleureuse mais sans émotion. « On m'a informé que vous n'avez pas reçu la liste des règles. Il est important que vous vous familiarisiez avec ces règles pour garantir votre sécurité tout au long du voyage. » Je prends le papier de ses mains, il défait le ruban et le déplie. Les caractères sont écrits de manière extrêmement soignée et élégante, montrant une attention aux détails. En haut se trouve la date et l'heure, et en dessous, les règles qui semblent précises, mais aussi préoccupantes. Règle 1. Ne jamais établir de contact visuel avec le capitaine. Si vous enfreignez cette règle, suivez la règle 5. Règle 2. Si vous entendez un grattement léger dans la cabine, ne bougez pas et ne faites aucun bruit. Le grattement cessera après un moment. Cependant, si le grattement devient de plus en plus fort, quittez la cabine dès que possible et ne revenez pas pendant le reste du voyage. Il vit dans les murs. Règle 3. Ne pas attirer l'attention de tout membre du personnel vers vous. Règle 4. Lorsque vous quittez la cabine, considérez que vous êtes en sécurité jusqu'à ce que vous atteigniez la salle des machines. Personne ne fuit là-bas car ils ont peur de ce qui s'y trouve. En 1989, un événement terrifiant s'est produit là-bas. Une femme nommée Mia a été brûlée vive, ne laissant qu'un squelette carbonisé. Ainsi, souvenez-vous que vous pourriez voir une femme avec de longs cheveux noirs. Au début, elle semble tout à fait normale, mais en un instant, vous ne voudrez pas savoir ce qui va se passer ensuite. C'est pourquoi personne ne descend là-bas, car ils ont peur d'elle. Si vous voyez Mia, trouvez un abri dès que possible. Il n'est peut-être pas trop tard. Règle 5. Si vous rencontrez accidentellement le capitaine, la seule option est de sauter dans la mer glacée. C'est le seul moyen de survivre. Mais chaque suggestion semblait trop détaillée et légèrement exagérée. Rien que le fait d'éviter le contact visuel avec le capitaine me mettait mal à l'aise. Combiné avec les sourires étranges des membres d'équipage, tout commençait à se rassembler en une énigme désagréable. Après avoir lu la liste des règles, je m'aperçois que le serveur a disparu, comme s'il s'était dissous dans l'air. Il n'y a aucun bruit de pas dans le couloir. Il a simplement disparu. Je ne sais pas quoi penser. Alors je décide de regarder autour de la cabine pour m'assurer que tout est en ordre. Après un moment de réflexion sur ce que j'ai vu, je ressens le besoin d'être extrêmement vigilant et de ne pas me laisser tromper par les apparences. Mon esprit revient à l'état de santé de ma mère et à l'importance de ce voyage, malgré toutes les étrangetés qui viennent de se produire. Je décide de quitter la cabine pour demander à un autre membre d'équipage combien de temps il reste avant la fin de la croisière. Les règles inquiétantes résonnent encore dans ma tête. Mais je pense que le plus important maintenant est de savoir combien de temps je dois encore passer sur ce navire, en espérant que ce sera bientôt terminé. Je me dirige vers le couloir principal. Les membres de l'équipage continuent de se déplacer le long du couloir avec un sourire anxieux et non naturel sur leur visage. Je bloque l'un des membres de l'équipage.
une jeune femme en uniforme élégant. Son sourire, bien que large, est un peu plus subtil que celui des autres. « Excusez-moi, dis-je en essayant de rester calme. Puis-je vous demander combien de temps il reste pour cette croisière ?» La jeune femme me regarde. Son sourire reste inchangé, mais ses yeux sont froids et incompréhensibles. « Il reste environ 3 heures de croisière, » répond-elle d'une voix métallique, monotone mais polie, à moins qu'un imprévu ne survienne. Oui, cela ne semble pas bien si le voyage devait durer environ 3 heures, mais au moins 30 minutes se sont écoulées depuis le départ. Cela signifie que la croisière n'est pas aussi courte que je l'avais cru, ce qui me rend extrêmement inquiète. Le voyage est-il vraiment plus long que prévu? Et surtout, je suis très impatiente de retrouver ma mère. Confuse, je retourne lentement à ma cabine, règle une minuterie sur mon téléphone et attends encore 30 minutes. Lorsque l'écran du téléphone indique que 30 minutes se sont écoulées, je décide de demander à nouveau. Je quitte la cabine et me dirige vers le couloir principal où je vois de nouveau la même jeune femme en uniforme que j'avais rencontrée auparavant. Je la retiens, essayant de rester calme bien que de plus en plus anxieuse. Désolé, mais j'ai une autre question concernant la durée de cette croisière. Il s'est écoulé au moins 60 minutes depuis le départ. Combien de temps nous reste-t-il avant d'arriver? La femme me regarde avec un sourire inchangé. Tout se déroule comme prévu, répond-elle d'un ton calme. Le temps de croisière initial est correct. Il reste 3 heures. Ne vous inquiétez pas, la croisière suit son programme. Mon anxiété se transforme en panique en recevant la réponse du membre d'équipage. Le temps semble déformé et chaque réponse assurant que tout va bien ne fait qu'accroître mon inconfort. Sans réfléchir, je me rapproche d'un des passagers à proximité et demande « Excusez-moi, combien de temps cette croisière durera-t-elle encore ?» J'essaie d'être aussi factuel que possible, bien que je sois de plus en plus tendu. Le passager me regarde, confus, puis jette un coup d'œil à sa montre. Son visage exprime une détresse lorsqu'il répond « Encore 3 heures. Pourquoi demandez-vous cela ?»« Encore 3 heures? C'est horrible. » Alors que je tente de traiter ce qui se passe, un membre de l'équipage apparaît de côté, avec un sourire radieux qui semble maintenant moins amical. Il s'approche de moi et dit d'une voix froide et sans émotion « Veuillez vous calmer. Si vous continuez à déranger, nous devrons appeler le capitaine. » Les règles passent en revue dans ma tête, et je réalise que j'ai enfreint la règle 3. Mon cœur bat plus vite, mais je sais que je ne peux pas paniquer davantage. Je m'efforce de rester aussi calme que possible. Bien que les pensées sur les perspectives possibles me terrifient, le fait qu'ils appellent réellement le capitaine ne fait qu'accroître ma peur. Je retourne lentement à la cabine, essayant de rassembler toutes les informations que j'ai recueillies, d'analyser les règles de manière approfondie et de conclure que la meilleure solution que j'ai maintenant est de passer le reste du voyage dans la cabine. Les règles semblent suggérer qu'il est préférable d'éviter tout contact avec l'environnement et de rester en sécurité dans un endroit protégé. Je pense que rester dans la cabine, loin des événements étranges et perturbants, est la décision la plus sûre, en espérant qu'aucun bruit de grattement ne se fera entendre. Je commence à me calmer, essayant de trouver la paix dans cet espace isolé. Cependant, après environ 20 minutes de silence, un grattement léger et presque imperceptible se fait entendre, clairement provenant des murs. Mon cœur bat la chamade, et je me souviens de la règle 2. Je reste immobile, retenant ma respiration, essayant d'ignorer le bruit qui devient de plus en plus fort. Le grattement devient de plus en plus intense et percutant avec chaque seconde. Ce qui a commencé comme un bruit de petits rongeurs se transformant en son clair et de plus en plus désagréable semble se rapprocher. À ce moment-là, la peur m'envahit complètement. Les règles précédentes semblent être des farces, devenues maintenant une réalité que je ne peux ignorer. La panique augmente de manière exponentielle alors que le bruit devient effrayant et insupportable. Sans réfléchir davantage, je fuis la cabine en courant, mon cœur semblant vouloir sauter hors de ma poitrine. Je laisse la porte fermée derrière moi et me précipite dans le couloir. La panique diminue lentement à mesure que je m'éloigne du bruit de grattement. Dans le couloir, l'attitude des membres d'équipage a complètement changé. Leurs visages deviennent rigides et incompréhensibles, bien qu'ils conservent des sourires, cette fois-ci plus larges et plus longs. Les regards de chaque membre de l'équipage suivent chacun de mes mouvements, comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose de trop clair. Le couloir est rempli de regards insistants qui semblent me brûler de l'intérieur. La tension remonte en flèche lorsque je remarque que 2 membres de l'équipage ont commencé à me suivre.
Leur présence est initialement discrète, ils gardent une distance appropriée, ni trop proche, mais juste assez pour donner l'impression qu'ils sont juste derrière moi. Peu importe à quelle vitesse je vais, chaque mouvement qu'ils font, chaque pas, semble presque synchronisé avec moi. Mon dos est glacé, alors que je ressens leur regard percer mon être, et leur silence devient de plus en plus inquiétant. Bien que j'essaie de marcher très vite, il semble que la distance se réduise à chaque pas. Finalement, je ne peux plus supporter cette pression et je commence à courir. En même temps, ils courent aussi. « S'il vous plaît, arrêtez !» crie l'un d'eux, mais je n'en ai que faire. Fuir est mon seul espoir à ce moment-là. Bien que chaque pas résonne bruyamment dans le couloir, les autres passagers ne me prêtent aucune attention. Leur ignorance est effrayante. Ils agissent comme si je n'étais pas là. Lorsque les deux membres de l'équipage se rapprochent, je prends une décision audacieuse, qui semble être la seule solution viable dans cette situation. Courir vers la salle des machines. Bien que les règles aient averti et que chaque cellule de mon être s'y oppose, c'est le seul endroit où je peux me cacher dans cette situation désespérée. Sans réfléchir davantage, je descends rapidement les escaliers vers le compartiment le plus bas où se trouve la salle des machines. Dès que j'y mets les pieds, les membres de l'équipage s'arrêtent et ne me suivent plus. Il est clair qu'ils craignent cet endroit. Un vaste espace sombre, bruyant, avec une chaleur étouffante. Les vieux tuyaux rouillés et les composants en acier forment un labyrinthe contenant des moteurs énormes, des pompes vrombissantes et des générateurs puissants. L'air est chargé d'odeurs de pétrole et de fumée, et une lumière faible éclaire à peine la pièce, projetant de longues ombres sinistres sur les murs. Les tuyaux et les câbles électriques enchevêtrés courent le long des murs et du plafond, tandis que l'huile goutte de nombreux endroits sur le sol. Chaque pas que je fais résonne dans cet espace industriel vide. Je m'arrête à côté de l'un des moteurs, essayant de reprendre mon calme et de gérer ce qui se passe. Tout en restant derrière le gros moteur, essayant de contrôler ma panique, je vois soudain quelque chose qui me choque complètement. Dans le coin sombre de la pièce, il y a une silhouette, bien que plutôt floue et sombre. Elle est assez nette pour que je reconnaisse une femme, me fixant avec un sourire étrange sur le visage. Elle est à quelques mètres de moi et sa présence ici est totalement incongrue. Son visage pâle et son sourire, bien que paraissant poli au premier abord, se transforment rapidement en quelque chose de bien plus terrifiant. Mon corps se fige, cloué sur place, en la regardant. En quelques secondes seulement, cette silhouette élégante commence à se déformer. À certains endroits, les os brûlés deviennent visibles et sa peau devient pâle, grisâtre, rugueuse, comme si elle était tendue sur un squelette trop grand. Tout se déroule comme dans un film au ralenti, mais trop vite pour que je puisse réagir. Son corps se tord et se déforme de manière étrange, comme s'il n'était soumis à aucune loi physique. J'entends les os craquer. Ses mains délicates d'avant se transforment maintenant en formes étranges, ressemblant à des griffes s'étirant de manière effrayante. Et surtout, son visage, oh mon Dieu, son visage est rempli de détails horribles. La peau pâle et douce qui appartenait autrefois à un être humain se transforme de manière bizarre, comme si elle avait été brûlée dans un incendie catastrophique. L'ensemble de sa boîte crânienne est maintenant couvert de cicatrices brunes et noires, ressemblant à une coquille craquelée et grisâtre. Le sourire reste intact, s'élargissant jusqu'aux oreilles, mais cette fois, il révèle une bouche grande ouverte, cachant des dents excessivement longues et pointues, comme des vestiges d'un sourire bizarre d'autrefois. Les cicatrices noires et profondes entourant son visage accentuent l'horreur terrifiante. Ses yeux sont le pire des cauchemars. La couleur et la forme initiale ont été complètement déformées. Là où se trouvaient des yeux normaux, il n'y a maintenant que des trous noirs profonds, remplis d'une étrange lumière sombre. Les fissures autour de ses yeux, comme si la peau avait été brûlée, créent des contours irréguliers et horribles. Pétrifié de peur, je suis témoin de l'atroce transformation dont je ne pourrai jamais me défaire. Elle pousse un cri strident avant de commencer à bouger. Un cri déchire le silence de la salle des machines, résonnant contre les parois métalliques et amplifié par le bruit des machines. Avec ce peu de lucidité qu'il me reste, je décide de me cacher dans une caisse proche. Il y a une série de caisses dans ce compartiment, utilisées pour stocker des outils et des pièces de rechange. Tremblant de peur, je me glisse dans l'une d'elles, essayant de fermer le couvercle doucement. À l'intérieur, il fait aussi noir que de l'encre.
l'air est imprégné de l'odeur d'huile et de rouille. Je peux à peine bouger. Les muscles et les articulations sont inconfortables, mais je fais de mon mieux pour ne faire aucun bruit. J'entends les cris terrifiants de la créature à l'extérieur. Les cris résonnent sur les surfaces métalliques et je regarde à travers les petites fentes de la planche en bois. Les lumières clignotent, l'obscurité et la lumière alternent dans la salle des machines. La créature se déplace à une vitesse terrifiante, sa silhouette semblant se déplacer d'un endroit à un autre, parfois disparaissant dans l'obscurité, pour réapparaître loin de là, immédiatement. Chaque mouvement est accompagné du craquement des os. Mon cœur bat plus vite à mesure que la créature se rapproche. La sueur froide coule le long de mon corps et l'adrénaline me paralyse presque entièrement de peur. Je sais que je dois rester caché dans ce refuge exigu le plus longtemps possible, en espérant que la créature ne me remarquera pas et que je survivrai à ce cauchemar. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé replié dans cette caisse. Le temps semble ralentir et les bruits autour de moi sont à la fois terrifiants et écrasants. Le bruit incessant de ses pas continue à battre sans arrêt et les mouvements rapides et imprévisibles de la créature ne font qu'accroître ma peur. Chaque son, chaque craquement fait que mon esprit veut se briser. En essayant de garder mon calme autant que possible, malgré mon corps engourdi par le froid et la peur, l'épuisement, le stress et la terreur finissent par me faire perdre connaissance. Je m'évanouis. La dernière chose dont je me souviens est de la vue de cette créature répugnante s'approchant lentement de ma cachette. Quand je reprends connaissance, la salle des machines est silencieuse. Inquiet, j'ouvre délicatement le couvercle de la caisse et regarde dehors. L'espace est désormais désert et tranquille, comme si le spectacle terrifiant était terminé. Bien que la salle des machines soit encore remplie du bruit des machines, elle est beaucoup plus calme et la présence horrifique a disparu. Je sors lentement de la caisse, essayant de ne faire aucun bruit en quittant la salle des machines. Mes jambes sont rigides et tremblantes, mais j'essaie de rester calme et de marcher rapidement. Chaque pas semble difficile, mais je dois sortir, trouver un endroit sûr et évaluer ce qu'il faut faire ensuite. Avec un mélange de soulagement et de peur, je parviens enfin à quitter la salle des machines. En partant, je jure avoir vu la créature, pendue au plafond dans une position anormale, juste au-dessus de l'endroit où je me cachais. Sa silhouette terrifiante flottait dans les airs de manière totalement impossible. Son visage déformé et répugnant me fixait directement, et ses grands yeux noirs semblaient percer l'obscurité, observant chacun de mes mouvements. La chair de poule se forme immédiatement sur tout mon corps, et tous mes poils se dressent. Je ne peux détacher mon regard de la vue horrible de la créature. Elle exprime quelque chose de plus que la peur habituelle, quelque chose de terriblement effrayant, presque surnaturel. Le cœur battant, les jambes tremblantes et la panique croissante, je cherche désespérément à m'échapper. Avec une terreur et une horreur croissantes, je me précipite hors de la salle des machines, mais je continue à sentir la présence de la créature flottant au-dessus de moi, suivant chacun de mes mouvements. Avec anxiété et détermination, je me faufile dans les compartiments supérieurs à la recherche d'un abri et essaie désespérément de trouver une issue. Enfin, j'atteins le pont du navire où se trouvent les canots de sauvetage. Le cœur battant la chamade, les mains tremblantes de peur, je sais que je dois agir rapidement. Je me dirige vers l'un des canots de sauvetage, ouvre doucement la serrure et prépare le canot pour le lancement. Chaque bruit semble exagéré et évident. J'essaie d'agir avec prudence pour éviter d'attirer l'attention. Cependant, alors que j'espère encore une échappatoire devant moi, un groupe de membres d'équipage se dirige vers moi. Leurs visages sont incompréhensibles, mais leur attitude semble très résolue. Je reconnais rapidement leur expression froide et pleine de colère. Le large sourire rigide qui était autrefois sur leur visage a complètement disparu. Il n'y a nulle part où fuir. Je suis encerclé. Lorsque le groupe d'équipage se rapproche, je remarque instinctivement l'un d'eux qui se distingue des autres. Un homme extrêmement grand, d'environ 3 mètres. Sa présence est impressionnante, presque écrasante. Il porte un uniforme différent de celui des autres membres d'équipage, en gris foncé et élégant, avec une touche de brillance subtile, attirant l'attention. Sa présence est inquiétante, et sa posture formelle et soignée dégage une aura de détermination et d'autorité. C'est à ce moment-là que je fais la plus grande erreur de ma vie. Je regarde directement son visage. La seule chose que je remarque avant de réaliser mon erreur est qu'il a des yeux froids et perçants qui me fixent directement.
Je sais maintenant que cet homme est le capitaine. J'ai enfreint la règle numéro 1. Je sais ce que cela signifie. Il n'y a pas d'autre choix que de suivre la règle numéro 5. Je décide de prendre une mesure désespérée, sauter dans la mer glacée, espérant que ce saut sera ma seule chance de survie. La température de l'eau est extrêmement froide, me provoquant presque immédiatement un choc thermique. Le froid pénètre jusqu'à mes os, mordant ma peau. Chaque mouvement dans l'eau est douloureux. La douleur est telle qu'elle est presque insupportable. L'eau est plus froide que tout ce que j'ai jamais touché, drainant toute mon énergie. Je lutte pour rester à flot contre les vagues puissantes qui s'abattent sur mon corps, le vent glacial soufflant à mes oreilles et l'obscurité de la nuit me rendant difficile d'estimer la distance restante jusqu'au navire. Chaque seconde passée dans l'eau semble un siècle, et l'espoir de sauvetage s'amenuise de plus en plus. À chaque instant, avec une terreur grandissante, je vois le navire disparaître lentement de mon champ de vision. Sa silhouette gigantesque, qui dominait l'horizon, rétrécit progressivement et se fond dans l'obscurité. Les lumières du pont, qui m'avaient donné de l'espoir, ne sont désormais que de faibles points lumineux dans la nuit glaciale, s'éloignant de plus en plus et perdant leur clarté. Je me sens totalement isolé, lorsque finalement, le navire disparaît complètement de l'horizon. Je suis seul sur l'océan glacé, mon corps et mon âme entourés par l'eau froide et noire. Je finis par abandonner, n'ayant plus aucun espoir de survie. En raison de l'hypothermie, je perds connaissance. Lorsque je me réveille à nouveau, je ne suis plus dans la mer sombre et glaciale. Au lieu de cela, je suis allongé sur un lit d'hôpital, entouré de murs blancs et de lumière stérile. Mon corps est enveloppé dans des couvertures chaudes et entouré de nombreux équipements médicaux surveillant mes signes vitaux. Pendant un moment, je me sens perdu et désorienté, ne comprenant pas pourquoi je suis ici. Dès que je reprends complètement mes esprits, une infirmière entre dans la chambre, visiblement surprise de me voir éveillé. Elle m'explique que j'ai été trouvé par un navire porte-conteneurs qui se dirigeait vers la ville où j'avais commencé mon voyage. L'équipage a découvert que je dérivais à la surface de l'eau et a immédiatement lancé une opération de sauvetage. Grâce à leur intervention rapide et professionnelle, j'ai survécu. Plusieurs jours ont passé et les médecins m'ont informé que mon état de santé était suffisamment stable pour que je puisse sortir de l'hôpital. Je ne pouvais pas attendre de retrouver la vie quotidienne. Malheureusement, dès que je quitte l'hôpital, une autre nouvelle dévastatrice m'attend. Ma mère est décédée. Je savais que la santé de ma mère s'était considérablement détériorée pendant que j'étais en mer à cause de ma disparition soudaine et de l'absence de contact. Ma mère n'avait personne près d'elle à ce moment crucial. Sa disparition est un choc pour moi. La seule raison pour laquelle j'avais entrepris ce voyage était l'espoir de retrouver ma mère à temps. Le sentiment de culpabilité et de tristesse est écrasant. Bien que je sois soulagé d'avoir survécu, le fait d'apprendre que ma mère est décédée alors que je luttais pour ma survie est un fardeau inimaginable. Après mon retour de l'hôpital, un avocat m'a appelé pour m'informer que j'hériterais de la maison de famille et d'une modeste fortune. J'espérais que retourner à mes racines me apporterait paix et réconfort. Mon père est décédé depuis longtemps et je n'ai pas de frères et sœurs. Bien que je ne sois pas héritière d'une grande fortune, la maison, qui fait partie du patrimoine familial, est devenue un symbole du passé et un lieu où je pourrais trouver une paix imparfaite. J'ai décidé de retourner à la maison familiale, convaincu qu'à l'intérieur de ces murs, je retrouverais un sentiment de familiarité et de sécurité. J'ai acheté un billet d'avion, agité la main pour dire adieu au reste de ma vie urbaine. En arrivant à l'aéroport, mon anxiété a considérablement diminué par rapport à avant. En passant la porte et montant dans l'avion, je reçois un sourire d'accueil de la part de l'hôtesse de l'air. Cette fois-ci chaleureux, doux et radieux.